Hello les voyageurs et bienvenue dans cet nouvel épisode à ton tour du monde, le récit des voyageurs. Moi c'est Florence et tous les 15 jours je vous emmène à la rencontre de ces aventuriers qui parfois ont tout plaqué pour réaliser leurs rêves, faire un tour du monde. Aujourd'hui c'est un numéro un peu spécial, un épisode bonus où j'ai eu la chance d'interviewer Nicolas, le fondateur du site À Contresens, le site incontournable pour planifier son voyage. Avec Nicolas on va aborder plusieurs sujets clés tels que la prise de décision, le calcul du budget, l'itinéraire, le choix des logements et les meilleurs outils pour tout planifier. Si vous souhaitez réaliser ce rêve, vous ne savez pas par où commencer, alors cet épisode est pour vous. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis hyper contente parce que je reçois Nicolas du site À Contresens. Et clairement, s'il y a un outil qui a été prédominant dans notre préparation de Tour du Monde, c'est bien celui-là. Donc, je suis contente de vous le faire découvrir et je suis surtout contente de découvrir la personne qui est derrière. Donc, bienvenue Nicolas dans ce podcast. Oui, bonjour, merci de m'inviter dans ton podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Nicolas. Il y a une dizaine d'années, on est parti en tour du monde avec Aude, ma compagne. Et je suppose que la question que tu vas me poser après, c'est d'où nous est venue l'idée de créer le planificateur. Et ben c'est assez simple, c'est que en fait quand on est parti à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur Internet pour préparer son tour du monde. Il y avait les prémices du site Tour du Mondiste, mais qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Et il y avait pas encore d'articles d'explication, donc on avait cherché beaucoup sur Internet. On avait fait pas mal de rencontres avec d'autres voyageurs on est allé particulièrement au comment ça s'appelle, le festival ABM, voilà. Et donc on avait préparé comme ça avec notre papier, notre crayon, un tableur Excel pour faire des listes de budget de voyage pour essayer de trouver à peu près combien ça allait nous coûter. Et après on est parti. Et en revenant, en fait, moi je suis informaticien et je me suis dit il y a plein de choses en fait qu'on peut automatiser, que c'est dommage de tout le monde perdre du temps à faire ces choses. Il y a les gens à l'époque faisaient en fait des tableaux Excel avec des climats en fait, des choses qui paraissaient totalement folles en fait, du temps passé pour faire ce genre de choses. Et donc j'avais mis en ligne un petit outil en rentrant pour aider les gens à préparer leur Par voyage. rapport à ça, donc tu me disais que ton Tour du Monde, c'était il y a une dizaine d'années. Et donc, ça avait duré combien de temps? Alors nous on était partis 6 mois. Parti, donc on avait fait un petit peu d'Amérique du Sud. Donc on avait traversé en fait l'Argentine par le nord de l'Argentine. Donc on avait atterri à Rio et on était allé à Santiago du Chili. Donc ça, on avait mis 1 mois et demi pour faire ça. Et ensuite, on était allé en Océanie, on avait fait la Nouvelle-Zélande, pas mal de Nouvelle-Zélande en van. Ensuite, on a fait une toute petite partie de l'Australie. On était resté 5 semaines et on avait fait en van, on a fait Brisbane, Adélaïde. Donc ça fait déjà une grosse partie en vrai, mais quand on voit la carte de l'Australie, ça fait une toute petite partie, mais en fait ça fait quand même pas mal de kilomètres. Et puis après on avait fait l'Asie, Cambodge, Birmanie, un petit peu de Vietnam, un petit morceau de la Chine, et on avait fini au Japon. D'accord. Et du coup, c'est en rentrant, voilà, tu as voulu mettre à profit ton expérience et donc les données, elles ont été récupérées essentiellement par d'autres voyageurs. Alors la toute première version, en fait, c'était juste une base de données de budget de voyage. Donc c'est-à-dire en fait, pour préparer mon voyage, j'avais fait un fichier Excel où j'avais cherché sur Internet des gens qui partageaient leur budget voyage. Donc j'en avais mis, je sais plus combien j'en avais, on va dire j'en avais 200 de budget voyage sur différents pays. Donc avec ça, j'avais fait des moyennes et donc j'avais mis en ligne un site où les gens pouvaient rajouter leur budget. Donc ça donnait des moyennes pour l'Australie, ça coûte tant par jour par rapport aux 25 budgets qu'il y a dans la base de données. Et après, les gens rajoutaient des budgets en fait sur ce site. Donc ça, c'était un petit projet comme ça pour aider les gens à estimer le coût de leur budget, de leur voyage. Et ensuite, bah forcément, après, ils m'ont demandé, les gens, bah, comment on fait maintenant qu'on arrive à estimer le coût de notre voyage, comment on fait pour organiser les pays, le climat, en fait, parce que la deuxième question quand on prépare un tour du monde, c'est d'abord bah, combien ça va me coûter, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et ensuite, c'est comment je vais faire pour organiser les pays en fonction de quand je vais partir. Parce que forcément, quand on part longtemps,
On n'a pas envie d'avoir l'hiver, en fait, tout le long de notre voyage. On essaye au maximum d'avoir le beau temps pour profiter du voyage. Et donc ça, c'était le deuxième évolution. Et puis à ce moment-là où vraiment c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Alors, on va exactement rentrer donc dans le vif du sujet, c'est tout à fait ça. C'est que là, on va vraiment sur le site à contresens, c'est une mine d'or parce que étape par étape, on va nous aider à préparer notre tour du monde. Mais justement, avant de le faire entre guillemets par chapitre, on va commencer sur une fois qu'on a décidé, on se lance, on va réaliser ce rêve un peu fou. Selon toi, quelle est la première étape pour faire une bonne préparation? Quelle est la première étape? Alors la première étape, c'est comme tu viens de le dire, de décider de partir. Ça, c'est le premier point. Et finalement, une fois qu'on a décidé, on a dit je veux partir, c'est ce que je veux faire. En fait, tout découle assez simplement. Donc la première chose, bah, forcément, c'est de savoir où on a envie d'aller. Donc c'est-à-dire les pays qu'on va visiter ou les régions qu'on va visiter. Pour ça va dépendre aussi en fonction si on part avec quelqu'un ou pas. Donc, parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes envies. Ce qui est intéressant, en tout cas nous, comme on avait fait, c'est qu'on avait fait chacun nos listes en fait séparées, puis après on les avait confrontées pour voir s'il y avait des choses qui pouvaient être incompatibles ou toutes les choses qui étaient compatibles. Et puis après, une fois qu'on a une liste, on va dire grossière de tous les endroits qu'on aimerait visiter, bah là on va le confronter un peu à plusieurs choses. D'abord, est-ce que c'est possible d'organiser tous les pays pour que on n'ait pas, comme je disais tout à l'heure, l'hiver tout le temps, parce que il y a certains, si on fait que des pays, par exemple dans l'hémisphère sud, bah, il y a un moment où ça sera l'hiver et peut-être ça sera compliqué parce que il fera froid ou on sera tout le temps dans la mousson, des choses comme ça. Et ensuite, la deuxième partie, c'est une fois qu'on a notre liste de pays, bah, si par exemple on n'a que des pays qui sont chers, si on veut faire les États-Unis, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, et bah forcément le budget va exploser. Et donc en général, quand on fait un grand voyage, on essaye de faire des pays qui sont chers et des pays qui sont pas chers pour que c'est un peu sa balance, pour que ça ne coûte pas non plus. Alors après, ça dépend aussi du budget qu'on a. Hein. Il y a certaines personnes qui ont qui ont de gros budgets, mais souvent on va dire que les gens qui partent en tour du monde, ils ont des budgets qui sont pas forcément non plus extensibles. Donc on essaye comme ça de jouer avec les pays riches et chers. Par exemple, nous on aurait bien aimé aller aux États-Unis, mais vu qu'on allait déjà en Australie, Nouvelle-Zélande, qui sont des pays très très chers, et ben on avait décidé de plutôt aller en Asie pour un peu balancer avec. Donc c'est ça, si je résume, donc première partie bien entendu c'est le go, on teste sa motivation et on regarde avec qui on part parce que partir à deux et partir en famille c'est déjà complètement différent. Tout Deuxième à partie, fait. donc on définit avec enfant ou pas chacun les pays qu'on veut faire et de là on peut les rentrer au fur et à mesure et de là on repère si c'est la bonne saison. Tout à fait. Alors le site, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que ça soit facile à faire. Donc en fait, on va rentrer les pays qu'on veut visiter. Alors, on va rentrer les villes en fait plutôt parce qu'on ne peut pas rentrer un pays directement. Donc on va rentrer les villes, en gros les grosses villes. Donc quand on ne sait pas trop où on va aller, d'abord on met les villes principales du pays. Donc là, ça va nous dire en fait par rapport à quand on veut partir, ça va nous dire bah voilà, là c'est la bonne saison pour tel pays c'est pas la bonne saison. Par contre, on se rend comme c'est très graphique, on se rend compte que si on les inverse, bah on tombe dans la bonne saison, elle est dans la bonne saison. Donc ça nous permet comme ça d'organiser les pays en fonction du climat. Et ensuite, par rapport au pays et par rapport au nombre de jours qu'on aimerait rester dedans, ça nous fait une estimation en fait du budget. C'est-à-dire que par exemple, si on dit qu'on veut rester un mois aux États-Unis, 2 mois au Cambodge, un mois en Australie, et ben ça va nous dire bah, par rapport aux autres voyageurs, si vous restez aussi longtemps dans ces pays, ça va vous coûter telle somme en fait. Et après, on peut affiner. Oui, et après, on peut affiner parce qu'en fait, donc, il commence à avoir vraiment beaucoup de budget sur le site. On peut aussi affiner par rapport à son mode de voyage. C'est-à-dire qu'on peut regarder, aller plus finement sur les fiches que j'appelle budget. Donc, c'est des fiches, en fait, où il y a tous les budgets qui ont été saisis par les voyageurs. Et on a des moyennes qui sont par mode de voyage, c'est-à-dire est-ce que c'était des gens qui étaient plutôt backpackers, est-ce que c'était des gens qui étaient en famille, est-ce que c'était des gens qui étaient en solo. Est-ce que c'est des gens qui voyageaient à vélo? Est-ce que c'est des gens qui voyageaient en camping-car? Et donc, ça permet comme ça d'avoir une idée plus précise par rapport à son mode de voyage, combien ça va nous coûter.
Donc après, c'est des estimations, hein. Donc en fonction de chaque personne voyage différemment et chacun va dépenser différemment. Donc c'est juste pour avoir une idée de combien ça peut nous coûter et de combien il faudrait au minimum avoir pour pouvoir voyager Ouais, c'est ça. sereinement. Donc il y a plusieurs catégories parce que comme tu dis, ça n'a rien à voir si tu le fais en backpacker que si tu le fais en camping-car, quoi. Par contre, du coup, moi je me souviens d'avoir eu pas une difficulté parce qu'encore une fois, il est très bien fait, mais ce qui est pas toujours facile non plus, c'est de savoir combien de temps. Il y a deux choses. Au tout début, on a envie d'un petit peu tout maîtriser, c'est-à-dire voilà, moi je pars 6 mois, je veux faire ça, ça, ça. Et on se rend compte au fur et à mesure du temps, et d'ailleurs dans les interviews que j'ai déjà réalisées, souvent les gens me disent, bah, moi j'avais prévu de faire ça et en fait rien ne s'est passé comme j'avais prévu. Mais en tout cas, ça permet en effet de donner une enveloppe. Comment on fait aussi pour savoir, bah, en Australie, il faut prévoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour pouvoir justement définir le nombre de jours. Là encore une fois, il y a des moyennes. Oui. Alors, sur le site, il y a des moyennes qui, ça donne le nombre de jours moyens que les gens passent dans le pays. Mais après, en fait, le site là, il va pas aussi loin. C'est-à-dire que pour préparer son voyage dans le pays, en fait, c'est vraiment à nous de chercher, c'est-à-dire d'aller après sur les blogs, d'aller sur le Routard, etc., et de regarder un peu l'itinéraire de ce qu'on a envie, parce qu'en fait, c'est pareil. On va pas rester dans le pays en fonction de ce qu'on veut faire. Si, par exemple, aux États-Unis, ce qui nous intéresse, c'est de faire New York et puis c'est tout. Ou alors, si ça nous intéresse de faire un road trip dans l'Ouest américain, on va pas rester le même temps, on va pas faire les mêmes choses, on va pas dépenser les mêmes sommes. Et donc ça, après, c'est à chacun de vraiment de préparer, de regarder un peu ce qu'il a envie de faire dans le pays. Ça, le site, le planificateur, il va pas aussi loin en fait. Il va pas dire bah au Cambodge, il faut faire tel itinéraire. Par contre, on peut chercher sur le site parce que maintenant il commence à y avoir des centaines de milliers d'itinéraires qui ont été saisis par les gens. Donc il y a un moteur de recherche et on peut chercher des itinéraires de gens qui ont fait des voyages comme nous, donc soit en tour du monde, soit en voyage, on va dire, plus classique, on va dire, ils sont partis 2 semaines au Cambodge, et on peut voir ce qu'ils ont fait, en fait, comme itinéraire. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, le site, au départ, on a l'impression qu'il s'adresse qu'à des tours du mondiste, mais pas du tout. Ça veut dire que si demain, quelqu'un veut partir ne serait-ce qu'un mois dans un pays, tu vas pouvoir déjà aussi lui permettre d'établir et le budget et un certain Bah, itinéraire. tout à fait. Et puis aujourd'hui, en fait, les gens, au début, donc clairement, le site était fait pour les gens qui partent en voyage en long cours parce que bah, c'était la problématique que je voulais régler, en fait, aider les gens qui partent en voyage longtemps à préparer ce type de voyage. Mais aujourd'hui, je pense que c'est moitié-moitié. Maintenant, il y a moitié de gens qui arrivent parce qu'ils veulent faire un tour du monde et parce que ils ont trouvé le site sur d'autres sites où on leur en a parlé, d'autres voyageurs qui sont déjà parlé leur a dit, bah, c'est ici qu'il faudrait aller pour t'aider à préparer. Et maintenant, il y a plein d'autres personnes qui font des road trips et qui l'utilisent pour faire du road trip un peu de partout, États-Unis, France, Europe. C'est génial. Ça va être une moyenne, mais il y a tellement de gens qui m'ont l'ont posé que je voudrais quand même que tu puisses y répondre aussi. Quand on dit un tour du monde, tout le monde m'a dit waouh, mais c'est super cher. Ça coûte combien? Alors, ça coûte combien? Il y a des moyennes qui ont été faites par un site qui est génial aussi. C'est le deuxième site à visiter en fait quand on prépare un voyage. Ça s'appelle Tour du Mondiste. Donc c'est pareil, Je suis d'accord. c'est des amis qui sont partis en tour du monde et qui ont fait un site pour aider les gens à préparer leur voyage tour du monde. Et donc eux, ils ont des études vraiment très poussées sur combien ça coûte un tour du monde. Donc selon leur site, la moyenne pour un an de voyage, c'est 15 000 euros par personne. Et donc après, eh ben, en fonction, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est en fonction du mode de voyage, de comment on va voyager, avec qui on va voyager, ça va changer un petit peu le budget, mais l'enveloppe globale, c'est ça. Après, maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui me font des retours comme quoi les prix ont augmenté un peu comme dans la vie de tous les jours actuellement. Et donc, je ne sais pas si c'est vrai encore aujourd'hui, est-ce que c'est 15 000 euros ou est-ce que c'est 20 000 euros parce qu'il y a eu l'inflation. Mais de plus en plus de gens me disent quand même que ça coûte de plus en plus cher de voyager dans les pays. Il y a une grosse inflation dans plein de pays, en Argentine. Quelle est la plus grosse tendance en termes de mode de voyage? Est-ce que c'est plutôt justement toujours le backpacker qui est le plus en vogue?
où j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a de plus en plus de vannes, de camping-cars. Ça serait quoi, selon toi, la plus grosse tendance? Alors, la grosse tendance, clairement, c'est le voyage en van. Ça a explosé après mars 2020. Parce que bah, déjà c'était plus compliqué de voyager, donc il y a beaucoup de gens qui ont investi. Il y a aussi le voyage à vélo qui est en train de beaucoup se démocratiser. Il y en a vraiment de plus en plus qui ont testé en fait sur des petits voyages et qui commencent à faire des grands voyages en famille, en solo. Mais il y a quand même beaucoup encore de voyages en backpack, mais les gens essayent maintenant d'utiliser le moins possible l'avion. Enfin, il y a vraiment, j'ai l'impression que tout le monde en a pris conscience que l'avion, c'était quand même un problème dans ce type de voyage. De plus en plus, ils essayent quand même de prendre de moins en moins de vols. Je sais que quand nous on est partis, c'était la grosse mode des billets d'avion autour du monde, comme on disait, c'est-à-dire que c'était des agences de voyage spécialisées qui vendaient, on va dire, un pack de billets d'avion. Et ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins à la mode, que les gens ils prennent les grands vols et puis après sur place, vraiment ils essayent de faire en transport locaux et de se déplacer comme ça, entre les pays, d'essayer le moins possible de prendre Je l'avion. pense que tu as raison. Deux choses qui sont dues à cela. Il y a que la partie, en effet, un peu écolo, de se rendre compte que prendre 50 vols dans un an, ça laisse une empreinte assez forte. Mais il y a aussi le fait, j'ai l'impression que les voyageurs ont de plus en plus envie d'avoir une liberté et qu'un billet tour du monde, bah, on peut pas tout faire. On peut aller dans un sens, mais on peut pas revenir en arrière. Il y a quand même des dates qui sont prédéfinies, même si elles sont modifiables, et que les gens ont envie maintenant de dire je vais le faire en fonction de mes envies pour me laisser une totale liberté. Oui, clairement, oui. Et puis je pense que par rapport à il y a quelques années, c'est que maintenant on en voit de plus en plus de gens qui partent en voyage comme ça, sur les réseaux sociaux, tout ça. Avant, ça n'existait pas en fait. On voyait pas, on avait quelques blogs en fait, on trouvait quelques blogs sur Internet de gens qui, on avait l'impression d'être unique quand on partait en tour du monde. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu tout le monde le fait, même si c'est pas vrai, hein, parce que finalement non mais je veux dire finalement sur le nombre, donc ils ont besoin de plus en plus de liberté. Que maintenant en fait on a l'impression de plus être unique, que tout le monde le fait un peu des voyages au long cours comme ça, alors qu'avant c'était pas du tout pareil. Et donc on voit que c'est facile aussi de se déplacer entre les pays, que en fait l'information elle est tellement facile à avoir. Limite, on est dans un pays, on met un message sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui nous répond, alors qu'avant c'était vraiment sur place. Comment je vais faire, j'en sais rien. Je me rappelle d'une anecdote, c'est sur la Grande Muraille de Chine, on voulait aller la voir, mais impossible de savoir où c'est que c'était la meilleure manière de la voir. On voulait pas aller sur un endroit où il y avait plein de monde à la chinoise, où c'était la foule, etc. Et en fait, dans un café, on avait vu une affiche qu'on avait pris en photo, un truc qui avait l'air vraiment bizarre, et que finalement on s'est dit bah tiens, on va appeler, on verra bien ce que ça fait. Et donc on avait appelé, donc il y avait un mec qui organisait comme ça, il avait un partenariat avec on va pas dire une auberge, on va dire une personne qui avait une maison au pied de la muraille, à un endroit en fait qui était en rénovation. Et donc on pouvait accéder comme ça en fait un peu en pirate, on va dire. Et donc on l'avait appelé, il nous avait fait prendre un taxi, aller je sais pas où, ça avait duré des heures pour nous emmener. Après le mec était venu nous chercher à un autre endroit. Et donc finalement on avait fait une expérience comme ça qui était assez rigolote, parce que en gros on avait dormi au pied de la muraille, et puis le matin avant que les gardes Canon, arrivent, on pouvait en extraordinaire. fait aller sur la muraille, et puis après on avait marché pendant toute la matinée, et puis à la fin il était venu nous chercher à la fin, à la sortie qui était l'entrée officielle de la muraille de Chine, enfin la section où on était. Et c'est vrai qu'après, on en avait parlé sur Internet, sur notre blog. Et donc, on a vu qu'il y avait plein de gens qui étaient allés après sur cette expérience-là. Donc après, c'est la question qu'on se pose à chaque fois quand on partage sur Internet. Est-ce que il faut ou pas partager sur Internet? Parce que finalement, après, on a vu qu'il y avait plein, plein, plein de monde qui l'avait fait. Donc, on a reçu plein de messages pour nous dire ah oui, c'est trop bien, etc. Mais après, bah, du coup, il y avait beaucoup plus de monde. Mais tout ça pour dire que quand tu dis ils veulent aller être libres plus simplement, etc., je pense que c'est aussi que maintenant c'est plus facile d'avoir l'information et de se rendre compte en fait que c'est facile de faire les choses. C'est exactement ça. C'est qu'au tout départ, tu as l'impression que tu es un peu fou quand tu prends ce genre de décision. Autour de toi, en plus, tu es souvent un peu le seul à le faire. Et une fois que tu rentres là-dedans, tu rentres dans cette communauté de tour du mondiste et
comme tu dis, tu as l'impression qu'en fait, c'est d'un banal. Bon, peut-être pas exagéré, mais c'est presque ça. Et il y a une communauté qui est quand même très forte. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi génial, c'est que du coup, il n'y a pas du tout, même si tu viens rechercher aussi le fait de te déconnecter, mais il n'y a pas du tout de solitude parce que limite, tu mets maintenant sur Facebook, tu as des groupes de voyageurs où tu mets je serai à tel endroit cette semaine-là, y a-t-il d'autres familles? Moi, j'ai fait des restos avec 5 familles de tour du mondiste. On était à Sucre, là, en Bolivie, et on s'est tous retrouvés au même endroit, au même moment, grâce aux réseaux sociaux. Donc, à la fois, ça paraît fou, mais en fait, ça devient de plus en plus facile, et on a de plus en plus d'outils, surtout. Oui, tout à fait. Ouais. Après, je sais pas si c'est arrivé, mais ce qui est très drôle quand on fait un voyage comme ça au long cours, c'est qu'il y a des gens qu'on recroise dans plein de pays. Nous, par exemple, il y a un couple d'Allemands. On les a croisés 4 fois pendant le voyage, mais par hasard. C'est-à-dire que la première fois, bah, c'était dans l'auberge où on logeait, donc on avait échangé, on était allé faire une sortie avec eux. On n'avait pas du tout pris les contacts parce qu'à l'époque il n'y avait pas Facebook, il y avait pas, enfin si c'était le début mais on n'utilisait pas, il y avait pas, donc on avait, je sais même pas, non on n'avait rien, on n'avait même pas leur email, on n'avait rien, et donc on les avait recroisés dans un café, on rentre dans un café, on tourne la tête, on fait ah c'est vous, et puis pareil genre mais dans des pays mais complètement différents à plusieurs mois d'intervalle, et il y avait d'autres personnes comme ça pareil qu'on a croisées plein de fois. Alors, c'est drôle que tu dis ça parce que ça nous est arrivé aussi. Limite, on s'est dit, ce mec nous suit, quoi. Parce que c'était un Allemand, pareil, qu'on avait trouvé au bord d'un lac. On était qu'à deux à loger au bord de lac. Lui était une tente et nous le camping-car. Et on l'a retrouvé 3 fois, mais dans des pays complètement différents. Alors après, il se trouve que c'est presque devenu un pote, hein, parce qu'à force de se croiser, on s'est dit, il y a une alchimie qui doit... Enfin, c'est tellement fou que l'univers nous réunisse comme ça à plusieurs moments sur la planète qu'on a gardé contact, mais au départ, pas du tout. Alors c'est vrai que peut-être qu'après, il y a quand même des pays qui sont plus populaires que d'autres, mais la probabilité pour se retrouver au même endroit, Au même moment. c'est dingo. Donc c'est très drôle que ça te soit arrivé également. Mais après c'est là où on se rend compte que finalement on fait tous un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un peu les mêmes pays, et dans les pays, on fait un peu les mêmes endroits, en fait. Donc, en fait, quand on voyage au long cours comme ça, on croise plein de monde, et on est, comme tu disais, la solitude, en fait, on n'est jamais vraiment seul. Enfin, on arrive toujours à rencontrer des gens, parce qu'en fait, on est tous. Et puis, c'était assez drôle, nous, quand on était, je sais pas si ça vous l'avez fait aussi, on arrivait à savoir quand c'était les vacances des Français aussi, parce que il y a des moments, il y avait des vagues de Français où on rencontrait plein de Français, puis d'autres moments, on rencontrait presque pas de Français dans les pays. Même si au bout du compte, on a été très 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 souvent tout seul dans les Ouais, lieux parce que et comme tu dis, quand t'entends parler français, tu dis ah là c'est des ouais, tours du exactement, mondiste. ouais. Donc c'est drôle. On a vu la partie budget en mettant du coup une fourchette quand même assez large, mais donc en tout cas j'encourage encore une fois les auditeurs à aller plutôt sur ton site pour bien calculer en fonction de leur mode de voyage et avec le nombre de gens l'itinéraire, donc plutôt en fonction de ses envies, mais forcément aussi en fonction des saisons et des Oui, budgets. tout à fait. La troisième partie, c'est Ah, je il peux y a... rajouter quelque chose. Les Ouais. itinéraires aussi, il y a un conseil que nous, on nous avait donné, que finalement on avait bien suivi, c'est qu'en fait, on a un réseau, on a tous un réseau. Et en fait, nous, on avait envoyé un mail à tous nos potes, toutes nos connaissances en disant, est-ce que vous connaissez des gens dans les pays où on va? Et en fait, il y a plein d'amis qui nous avaient donné des contacts. Et on s'est fait héberger par plein de gens qu'on connaissait pas directement, mais qui étaient on va dire, à une connaissance ou deux connaissances près. Et comme ça, par exemple, à Tokyo, on a été hébergé pendant une semaine par un ami d'une amie. Et on était comme chez nous, en fait. C'était comme si c'était un pote qui nous invitait chez lui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui connaissent plein de gens un peu de partout, et que ça, c'est un moyen, super moyen de rencontrer des gens qui vivent là-bas, et en plus d'être accueillis super bien. Et donc, on peut construire aussi son itinéraire par rapport aussi aux contacts qu'on a, par Ah exemple, oui, d'accord. Je pensais que tu allais rentrer justement dans la partie logement, mais non, c'est justement de dire de pouvoir faire son... Ouais, c'est ça, parce que par exemple, nous, en fait, on est allé en Chine parce que j'avais un ami qui était expat là-bas. Et donc, on est allé le voir comme ça. Et c'est pareil, en fait, on a construit comme ça un peu notre itinéraire par rapport à des gens qu'on est allé voir aussi autour du monde, et sur des gens
qu'on connaissait pas forcément, mais qui finalement nous a accueillis comme si c'était des gens qu'on connaissait. Ça me donne la transition pour le troisième partie qui sera le logement. Mais avant ça, je voudrais juste rebondir aussi sur un point que tu disais. Je prends par exemple l'exemple du Brésil, où nous, on avait regardé donc les saisons, etc. Comment on peut gérer aussi, et là pour le coup, c'était une coach voyage qui m'avait aidé à réaliser l'itinéraire du Brésil parce que c'est quand même un pays qui est immense. Et moi, j'avais dit, ah bon, on va faire ça, ça, ça. Et en fait, elle, quand elle a vu le truc, elle m'a dit, non, mais en fait, sur la carte, ça paraît juste à côté, mais là, tu as 5 heures de route, quoi, entre deux points. Et du coup, ça serait quoi ton conseil pour gérer justement les distances dans un pays? Alors, mon conseil, après avoir fait les erreurs, en fait, on a tous fait des erreurs pendant nos voyages, alors je vais pas dire le prévoir le moins possible, mais en fait, de pas vouloir en trop, comme tu disais, de pas vouloir trop en faire, en fait. En fait, par exemple, quand on est en Asie, on se dit, mince, j'ai envie de voir ce temple, ce temple, ce temple, mais en fait, finalement, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas de voir les 25 temples du pays, c'est pas ça qui va forcément nous nourrir, c'est plutôt de se dire, bah, faut que je prenne le temps. Et en fait, au fur et à mesure du voyage, et par rapport à d'autres personnes qu'on a rencontrées aussi, c'est que finalement, c'est de prendre le temps de voyager en fait. Quand on fait un tour du monde, enfin en tout cas nous, c'était ce qu'on avait ressenti, c'était pas tant le fait de voyager et de voir plein de choses. Si c'est génial d'en avoir plein les yeux tous les jours, mais c'est aussi de vraiment de prendre ce break pour prendre le temps de prendre le temps, un truc qu'on fait jamais en fait quand on est dans la vie de tous les jours. On n'a jamais le luxe de se dire bah aujourd'hui je fais rien quoi. Je prends mon temps et de pas savoir forcément ce qu'on va faire exactement le lendemain. Donc quand tu parlais du Brésil qui est énorme, nous on a fait la même heure au Vietnam en fait. On s'était pas rendu compte que bah, en fait c'est super grand. Et donc quand on était arrivé, on était arrivé du Cambodge et puis on devait aller tout en haut pour prendre un avion pour aller en Birmanie. Et on n'avait pas prévu assez de temps. Et c'est la partie, par exemple, du voyage qu'on a le moins aimé parce qu'en fait, on a un peu couru, en fait. Et donc, quand on prépare son voyage, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas vouloir trop en faire et de se laisser quand même des marges plus ou moins importantes pour pouvoir, comme tu disais, parce qu'on va rencontrer des gens qui vont nous dire « Ah, moi j'ai fait ça, c'était génial ». Et en fait, si on a déjà tout prévu, bah, c'est difficile de se dire ah bah mince attends comment je vais faire pour rester 3 jours ici alors que j'ai déjà réservé par exemple un logement comme tu parlais des logements une semaine après. C'est un conseil super précieux. Je pense qu'en effet, s'il y a une chose à retenir pour réussir son tour du monde, c'est vraiment ça. Dans l'itinéraire, se laisser beaucoup de temps et puis à la rigueur, même quitte à faire des changements en cours de route, parce que sinon on passe à côté de plein de choses et on va passer aussi à côté de certaines rencontres. Alors que les rencontres, pareil, c'est la plus grosse richesse du voyage. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. C'est se laisser beaucoup d'imprévus et pour pouvoir toucher le luxe de ne pas être pris par le temps, de ne plus avoir de montre et de dire je fais ce que je veux quand je veux. Et c'est ce qui est le plus difficile, je pense que tu vas être d'accord, le plus difficile de laisser quand on rentre, c'est cette notion-là, quoi, cette notion de temps où on est obligé quand on reprend un boulot et quand on rentre en France Oui. de se réadapter. Et c'est cette grande richesse d'avoir le temps. Par rapport au logement, ça serait quoi tes conseils justement? Donc, le meilleur, c'est d'avoir des amis sur place. Oui, tout à fait. Ça, c'est idéal pour le budget et pour aussi les rencontres. Mais si on ne connaît personne dans le voyage, enfin dans le pays, comment on choisit ces logements? Est-ce qu'on les choisit à l'avance déjà? Ça dépend quel pays en fait. Si par exemple tu veux aller au Japon pendant la période des cerisiers en fleurs dans certaines villes, tu vas être obligé de prévoir un peu si tu veux réussir à te loger à des prix convenables. Donc là, tu vas être obligé de prévoir à l'avance et de quand même le faire. Mais sinon, dans la plupart des pays, il n'y a pas forcément besoin de prévoir à l'avance parce que comme tu dis, pour se laisser le temps et pour se laisser la liberté de pouvoir changer, la liberté de pouvoir rester 3 jours à un endroit où on avait prévu un seul jour parce qu'on a rencontré quelqu'un et on se dit bah tiens j'ai bien envie d'aller faire un trek avec eux parce que c'est sympa. Pour moi on peut pas vraiment réserver ces logements à l'avance. On peut les réserver quelques jours à l'avance pour être sûr. Enfin, si on a besoin de ça. Et sinon, par exemple, en Asie, franchement, il y a
presque pas besoin de réserver. Il y a tellement de possibilités là-bas pour se loger qu'en général, on trouve à la dernière minute un endroit parce qu'on a croisé quelqu'un dans le bus qui nous dit moi j'ai logé ça, c'était cool et on dit bah oui allez hop j'y vais, c'est génial. Enfin nous en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionnait. S'il y a besoin de louer un véhicule, là aussi, souvent, il y a quand même besoin de prévoir. C'est une question de budget, souvent, c'est que bah, si on réserve pas à l'avance, on va payer beaucoup plus cher pour louer, par exemple, un van en Australie. Donc là, ça peut être compliqué. Mais sinon, tout le reste, pour moi, il n'y a pas forcément besoin de prévoir à l'avance, à part s'il y a des fêtes ou des événements aux endroits où on veut aller. Je suis totalement d'accord avec toi et même si on le fait avec des enfants, parce que c'est vrai qu'on prend pas les mêmes risques si on a des Oui, enfants ou pas. Dans la majorité des pays, en plus maintenant, il y a tellement d'applications entre Booking, Airbnb, que ça devient d'une facilité déconcertante. oui, c'est vrai que nous, à l'époque, il n'y avait pas du tout les applis. Je me rappelle des fois où on marchait dans la rue pour essayer de trouver notre logement. On arrive, il nous dit non, on n'a pas de place. Ah mince, faut faire encore 5 minutes de marche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un booking ou un truc, on a la facilité de se dire, au pire, je peux réserver très facilement si. Je rebondis par rapport à ça, par rapport aux applis, parce que je sais pas d'ailleurs si vous l'avez mis sur le site, mais moi je me souviens à l'époque d'avoir lu un article qui reprenait justement l'ensemble des applis qui pouvaient aider la vie des voyageurs, justement à trouver par exemple un taxi au Brésil, parce que ça sera pas la même appli qu'au Pérou. Est-ce Oui. que ça te parle? Alors, nous, sur la contresens, on l'a pas, ça. Par contre, sur Tour du Mondiste, je pense qu'on peut trouver son bonheur sur ce genre d'informations. On peut en parler quand même rapidement parce que a priori tu conseilles les deux sites, hein, Tour du Mondiste et à Contresens. C'est quoi la grosse différence entre les deux du coup? Vous, c'est plutôt pour la planification. En fait, on va dire que c'est deux choses complémentaires. Tour du Mondiste, c'est vraiment une bible en fait où dessus on va trouver plein de dossiers pour savoir quelle carte bancaire, par exemple, il faut prendre pour voyager sans frais, quelle assurance voyage, quel type de billet d'avion, comment les gens ils ont fait. Donc il y a beaucoup de dossiers en fait pour aider sur vraiment la planification du voyage. Et en fait, le planificateur, c'est vraiment un outil d'aide à la planification. Donc c'est-à-dire que c'est un peu le gestionnaire de projet de voyage, on va dire, quand on prépare son voyage. Donc dessus, on va mettre toutes ces informations, on va pouvoir donc, comme tu disais, je ne sais pas si tu as vu, il y a une nouvelle version du site en fait qui vient d'être mise en ligne là au début du mois dernier. Donc, dans cette nouvelle version, on peut saisir aussi ses réservations. Donc, c'est-à-dire que là, on peut saisir si par exemple on a réservé un van, ou si on a réservé une location de voiture, des hébergements spécifiques, des activités. Donc, au lieu d'avoir plein de mails dans Google qui sont un peu de partout sur plusieurs boîtes mail, en fait, on peut tout mettre sur le site, mettre les documents de voyage, donc les validations de réservation. On va pouvoir gérer son budget aussi sur le site, c'est-à-dire que pour faire son suivi du budget pendant le voyage, qui vont être en corrélation avec ses estimations, donc ça va nous dire si on est en dehors de son budget ou pas, donc pour savoir si on dépasse, il faut qu'on fasse un peu attention sur la ceinture, pas le resto par exemple tous les soirs. Et maintenant, on peut aussi faire du récit de voyage sur le site, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre ses photos, faire un joli carnet de voyage et à partager en fait avec ses proches pour pas avoir besoin en fait de créer un blog en plus de son voyage. Ouais, c'est génial parce que nous à l'époque on utilisait Polar Step justement pour pouvoir faire le récit. Donc maintenant on peut le faire directement. Tout à fait. Donc là maintenant c'est un peu ça ressemble un petit peu à Polar Step, mais sauf que c'est complètement intégré à sa planification de voyage et à son voyage en fait. D'accord. Donc là on peut tout faire. La seule chose qui manque c'est qu'on peut pas encore imprimer son livre photo à la fin. C'est dans les prochains développements et C'est je ça. t'encourage à le Ouais. faire parce que c'est vrai que c'est hyper pratique parce qu'après Bah t'as plus carrément justement ouais. à tout classer, c'est génial. Ouais, donc c'est vraiment deux, en tout cas deux outils indispensables, je pense, ces deux sites qui sont comme tu dis très très complémentaires et on a beaucoup de chance de les avoir parce que comme tu dis il y a 10 ans ça devait être un peu plus hard, mais j'aime bien aussi l'idée que c'est un site qui n'est pas dédié qu'autour du mondisme, mais aussi tout simplement à quelqu'un qui veut découvrir un pays un mois où là, on va forcément toucher une audience un peu plus large. Donc c'est vraiment chouette. On va rentrer dans le dernier point, mais qui, à mon avis, est peut-être le plus important, puisque on a commencé avec la partie budget. Euh, Parfois, 15 000, comme tu dis, c'est la moyenne, mais c'est parfois plus, parfois moins. Mais on n'a pas tous cette somme-là de côté.
Alors, il y a beaucoup, c'est souvent un des freins les plus importants, c'est de se dire oui, mais nous, on n'a pas les moyens. Alors, moi, j'ai vu plein de profils différents. Quels seraient tes conseils pour économiser de manière à faire ce tour du monde et réaliser son rêve? Oui, tout le monde n'a pas 15 000 euros. Après, c'est aussi une histoire de choix, comme on disait. C'est-à-dire que, en fait, nous, par exemple, quand on a préparé notre voyage, on était, Aude, elle était encore étudiante. Moi, je commençais juste à travailler. On gagnait pas beaucoup d'argent et en fait, on a mis de côté petit à petit. En fait, en sortant moins, plutôt que d'aller au resto, bah, on invitait les copains à la maison, faire des petits boulots à côté. Moi, je suis dans l'informatique, donc je faisais des sites internet en plus pour en fait augmenter un petit peu ses revenus, pour ajouter un peu du beurre dans les épinards pour le projet. Bah, c'est ça, c'est d'un petit peu moins consommer. En fait, on se rend compte qu'on dépense pas mal sans faire attention sur des choses, et il y a plein de choses qu'on arrive à mettre de côté. Puis après, ben c'est un choix de vie en fait. C'est ça, c'est à partir du moment où on fait un choix de vie, on change aussi de mode de vie pour pouvoir mettre en place ce premier programme. Et souvent, ce qu'on me disait, c'est qu'en fait, en commençant à économiser, bah, c'est déjà le début du voyage parce qu'on a justement, comme tu dis, mis en place des choses pour pouvoir économiser, mais ça fait déjà partie de la préparation. Après, il y a une question qu'on me pose souvent aussi par rapport au logement et au boulot. Le logement, ceux qui sont propriétaires souvent mettent en location leur maison. Oui. Et après, au niveau boulot, qu'est-ce que les différents, j'en ai déjà parlé, je pense, mais les différentes options? Le boulot, il y a plusieurs options. Il y a soit on décide de démissionner. Si on arrive à avoir une rupture conventionnelle, ça permet quand on rentre de voyage d'être assuré de pouvoir retrouver le travail. Sinon, il y a le congé sabbatique ou le congé sans solde. Par exemple, moi, j'avais demandé un congé sans solde de 6 mois et il m'avait été accordé. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre de voyage, après, on a tellement changé qu'on n'a pas forcément envie de continuer à travailler où on était, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, nous, on est parti à 6 mois ou un an. Il va se passer des dizaines de milliers de trucs dans chacune de nos journées. Et en fait, les personnes qui restent, bah, quand on rentre, on arrive à l'impression qu'on est parti une semaine, il n'y a rien qu'à changer, il y a les mêmes problèmes, les mêmes clients qui ont les mêmes problèmes, les mêmes clients qui râlent. Et c'est assez perturbant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a un peu perturbé. Et puis les gens, en fait, ils vont poser un petit peu de questions, on va en parler un quart d'heure, 1 heure, et puis après, en fait, ils passent à autre chose, alors que nous, on est complètement changé, on n'a plus là du tout la même vision des choses. Donc, il faut savoir aussi que quand on rentre, bah voilà, on n'a pas forcément les mêmes envies, on a forcément changé parce que c'est une expérience unique. Et puis après, Aude, bah, elle était étudiante et elle avait pris une dispo, enfin, elle avait fait elle pouvait prendre en fait 6 mois de dispo pour faire. Donc après, il y a plein de solutions pour réussir après à revenir et être tranquille. Et puis après, il y a ceux qui décident de démissionner, puis de prendre un peu d'argent, enfin de mettre de l'argent de côté pour être tranquille quand ils rentrent et avoir le temps de retrouver un travail ou de se réorienter. Ouais, mais en tout cas, tu as raison, faut pas minimiser le fait de changer quand on est rentré. Maintenant, je pense que ça appartient aussi à chaque personnalité. C'est-à-dire Oui, qu'il y en a qui ont besoin de garder cette liberté totale et d'autres qui ont besoin au contraire d'être rassurés. Puis ça dépend encore une fois si on est tout seul ou s'il y a trois enfants ou quatre ou cinq derrière. C'est pas tout les à mêmes fait. décisions. Et si on a un logement rentrant aussi, si on a, enfin, il y a plein de choses qui font que, en fait, chaque voyage va être unique, chaque voyageur va être unique, chaque projet va être unique. Après, c'est juste voir en fonction de nous ce qu'on a besoin de, comme tu dis, d'être assuré ou pas, d'être libre ou pas après. Donc, c'est à chacun de trouver le juste milieu dans ses choix et dans les risques qu'il va prendre pour le voyage. Tout à fait. Est-ce que toi, du coup, maintenant, c'est ton job à temps plein, du coup, la gestion de ce site? Oui, alors ça fait donc en gros le projet, ça fait 10 ans que j'ai écrit la première ligne du projet en rentrant de Tour du Monde, et ça fait à peu près 6 ans que je vis de ce projet à plein temps. D'accord. Et du coup, on peut aussi donc forcément, j'invite tout le monde à aller sur le site à contresens, mais est-ce qu'on peut te retrouver aussi à d'autres endroits? J'ai vu que tu avais aussi Instagram. Alors j'ai des profils sur les réseaux sociaux, je suis pas très actif parce que c'est pas, comme je disais, j'ai jamais été très habitué en fait à utiliser ces réseaux. Donc j'y suis. Je travaille, il faut que je travaille dessus pour mettre un peu plus en avant tous ces réseaux, mais on peut m'y retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter.
Ok, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui hésitent encore à passer le cap et à sauter le pas? Que je n'ai rencontré personne qui regrettait d'être parti en tour du monde et donc pour moi c'est l'une des meilleures décisions qu'on ait prises parce que nous ça nous a changé notre manière de voir en fait. C'est-à-dire que on voit plus du tout les choses pareilles par rapport à nos amis qui ont pas forcément fait de voyage. On n'a pas la même vision sur le travail, sur le sens qu'on veut donner au travail, sur le temps qu'on veut donner au travail, à notre famille aussi. Et je pense que c'est le voyage qui nous a changé et fait nous rendre compte de plein de choses en fait qu'on avait envie ou pas envie dans notre vie. Et je pense que c'est une expérience fabuleuse et que tout le monde ça devrait être obligatoire de faire un grand voyage pour commencer sa vie ou au milieu pour faire un point, un bilan. Je partage totalement et j'ai un peu l'impression quand même que la nouvelle génération est encore plus d'accord avec nous parce que ça se fait quand même de plus en plus et ils ont bien raison. En tout cas, Nicolas, un immense merci. Merci déjà de m'avoir accordé ce temps. Je savais que ça allait être précieux en termes de conseils. En tout cas, merci beaucoup. Et puis forcément, il accompagne tellement dans ce voyage-là que merci beaucoup d'avoir créé ça. Eh ben, merci de m'avoir reçu et puis bonne continuation sur les podcasts. Et puis, si il y a d'autres questions, moi je suis toujours ouvert pour discuter, pour échanger et pour partager comme avec le Eh ben, site. c'est adorable. Un grand merci en tout cas. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser une note sur Apple Podcasts ou Spotify. On l'a vu dans cet épisode, la planification d'un voyage peut être une expérience passionnante en soi et permettre aux voyageurs de rêver, d'imaginer et de se projeter dans leur aventure. Mais cela peut également aider à minimiser les imprévus et les soucis une fois sur place. Je remercie Nicolas pour ses précieux conseils et espère que cet épisode aura été utile pour ceux qui cherchent à planifier leur futur tour du monde. Je vous laisse et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.